Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Parole au Peuple, l'émission citoyenne ouaskalienne au cœur des élections municipales. Comme vous le savez, les 20 et 27 septembre prochains auront lieu de nouvelles élections à Ouaskal. À cette occasion, l'association ICAPI renouvelle l'expérience de l'année dernière, mais cette fois-ci en vidéo. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la liste Ouaskal pour vous, qui est représentée donc par Jérôme Dehénin, tête de liste. Bonjour à vous. Et par Madame... C'est branché. Oui. Véronique Tranin-Coquerel. Eh bien, bienvenue à vous. Donc, je vais vous présenter un petit peu le programme de l'émission. Dans une première partie, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur le candidat et la liste qu'il présente. Dans une deuxième partie, on s'attardera sur le projet du candidat. Et la troisième partie, ce sera les questions du peuple. Ça vous va comme programme ? Sans problème. Bon, très bien. Donc je suis accompagné bien sûr par mes amis citoyens ouaskaliens qui m'aideront donc sur cette troisième partie à vous interroger sur différents sujets. Alors on va commencer par la première partie, le candidat et la liste. Nous, on va essayer d'apprendre à mieux connaître le candidat. Je vous laisse la parole, Jérôme Dehénin. Avant de se présenter, je voulais vous remercier votre initiative. On avait accepté déjà l'année dernière de répondre par rapport à la radio. On renouvelle cette année notre accord par rapport à la télé. Ça nous semble effectivement important d'avoir justement ce lien avec les associations et avec le terrain. Il était pour nous évident qu'on serait présent aujourd'hui. Pour me présenter, donc j'ai 44 ans, je suis prof des écoles, je suis en couple, j'ai 2 enfants. Je pense que le mot qui me définit le mieux, c'est militant. Je suis militant associatif au niveau de l'association de parents d'élèves, au niveau de l'association des droits de l'homme, militant syndical. Et je suis maintenant formateur national de mon syndicat. Et je suis, ce qui nous concerne le plus aujourd'hui, militant politique. Puisque je suis en responsabilité au sein du PS depuis 1998 et actuellement secrétaire de section de Ouaskal et membre du conseil fédéral de la Fédération du Nord. Rapidement pour moi. Par rapport à notre liste, on a la chance de mener une liste de large rassemblement de la gauche avec en premier partenaire le Parti radical de gauche. Et c'est Véronique qui est la numéro 2 sur la liste, qui représente le PRG sur la ville et dans notre liste, avec qui on travaille maintenant depuis plusieurs années. Et ça nous a paru à tous les deux une évidence de nouveau travailler ensemble cette fois-ci, comme on le fait d'habitude. Et on a également le soutien de Génération Écologie, du Rassemblement citoyen de... Monsieur Caudron, le maire de Villeneuve-d'Ascq, du Front démocrate et du Mouvement des progressistes. Et puis on a aussi sur notre liste ce que certains vont appeler des simples citoyens, ce que nous on appelle des gens de la société civile. C'est des gens qui ne sont pas cartés dans des partis, mais qui ont à cœur la vie de Ouaskal et l'avenir de la cité. Et qui ont voulu sur cette élection nous rejoindre, non pas sur une ligne politique, mais sur le projet qu'on a monté ensemble. Il faut savoir que donc, nos colistiers entre 21 ans et 72 ans, qu'on a des fonctionnaires, des artisans, des travailleurs du privé, des étudiants, des demandeurs d'emploi et des retraités. En bref, ce n'est pas des professionnels de la politique, ce n'est pas des gens qui travaillent dans les cabinets, c'est des gens qui sont issus de tous les quartiers et qui représentent réellement la société. Certains étaient déjà présents avec nous en 2014, pratiquement la moitié de la liste, et d'autres nous ont rejoints en cours d'année, et d'autres nous ont rejoints parce qu'il y avait les élections et qui se sont dit, aujourd'hui avec ce qui s'est passé dans la ville, il faut qu'on se positionne. D'accord, merci pour cette première présentation. On va passer directement à la deuxième partie. Puis rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puisque vous allez maintenant nous présenter votre programme, essayer de nous donner en tout cas les premières idées, les gros points de votre projet. On vous écoute. Alors, la priorité qu'on a définie entre nous, c'est de remettre Ouaskal au cœur du projet
et les Ouaskaliennes et les Ouaskaliens au centre du programme. On a trop vu ce qui s'est passé en 2014, où la campagne s'est déroulée sur il faut virer Vignoble. Et on a vu que, une fois qu'on avait viré Vignoble, derrière, il se passait ce qu'on a vu pendant un an dans la ville, des attaques contre les associations, du chantage avec certains, l'augmentation des tarifs de cantine. Et le fait d'être candidat contre ne permet pas de monter un projet pour. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a paru important dès le départ, déjà l'année dernière, mais encore plus cette année, le fait d'être pour Ouaskal, pour les Ouaskaliennes et les Ouaskaliens. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire quitter Ouaskal des pages des faits divers dans la presse et de remettre en valeur notre ville par ses associations, par sa vie sportive et culturelle, par les initiatives de ses habitants. Donc notre programme, on l'avait déjà élaboré en 2014 de façon commune. On a retravaillé dessus puisque en un an, certaines choses avaient évolué. Mais on reste sur la même ligne à ce niveau-là. Donc on a 9 thématiques qu'on a développées. Sur ces 9 thématiques, on a la démocratie, la citoyenneté, la sécurité, l'enfance, l'éducation, la jeunesse, la santé, la solidarité, aménager la ville, l'environnement, ressources humaines et finances, affaires économiques et emploi, et enfin tourisme, sport, culture et loisirs. Ça, c'est les 9 thèmes qu'on a choisi de développer dans le programme. D'accord. Est-ce qu'il va être, je suppose qu'il va être disponible sur Internet très, très prochainement? Alors, sur Internet, il y est déjà. Il y est déjà, effectivement, vous avez été l'un des premiers, je pense. On a été les premiers. Voilà. Le premier, voilà. La première liste à avoir. La première liste à le publier. Il est aujourd'hui en cours d'impression et il commencera à être distribué dans les boîtes des Ouaskaliens courant de la semaine. D'accord, c'est noté. Bon, très bien. Oui, alors excusez-moi, vous avez peut-être un mot aussi à dire, effectivement. Oui, j'interviens 30 secondes pour dire que, je dirais, du négatif, parfois en ressort du positif, puisque les comités de quartier n'existaient pas, ont été mis en place sous notre impulsion de notre programme 2014. D'accord. Mis en place donc dernièrement, hein, c'est bien ça, par la majorité Ouaskal pour tous. La majorité qui avait été de Stéphanie Ducret. D'accord. Oui. Très bien, on va passer maintenant à la troisième partie, les questions du peuple. Et ce sont mes amis citoyens qui sont présents sur ce plateau qui vont commencer à vous poser quelques questions. Alors bonjour, merci d'être présent aujourd'hui. Donc comme je dis, hein, je pense que ça démontre bien l'intérêt que vous avez pour Ouaskal et les Ouaskaliens, et également la considération que vous avez pour les associations ouaskaliennes. Alors ma première question, donc vous avez décidé de ne pas afficher le logo du PS sur vos premières affiches, et vous avez expliqué la raison sur votre blog, mais pouvez-vous expliquer pourquoi à ceux qui n'auraient pas lu votre article? Oui. On n'a pas décidé de ne pas afficher le logo du PS. On a décidé de ne pas afficher les logos politiques sur le mois de juillet et le mois d'août. Et pas parce que, comme certains nous l'ont dit, on avait honte, mais tout simplement parce qu'on n'a pas voulu mettre le logo du PS et le logo du PRG et avoir derrière de nouvelles affiches avec de nouveaux logos. Et donc on a fait le choix d'être sur juillet et août, qui était la période de vacances, d'être sur quelque chose, une campagne ouverte à la discussion, ouverte aux échanges. D'ailleurs, c'est le slogan qu'il y avait sur les affiches, c'était « Discutons cet été, décidons en septembre ». Et vous allez voir que dès demain, puisqu'à partir de demain, on va pouvoir coller, les affiches ont été changées et que c'est après le temps de la discussion, le temps de la décision, et qu'il y a tous les logos des partis qui sont dessus. C'était pas ni une honte, ni le fait de vouloir le cacher. C'était juste qu'il y a 2 temps dans la campagne. Il y a la campagne officielle avec les partis politiques et il y a la campagne, la pré-campagne, qui est le moment où on a discuté, échangé avec des gens. Et la meilleure preuve qu'on n'a pas eu tort de faire ça, c'est qu'on a pu discuter avec des gens qui n'étaient pas du tout
habitués à voter à gauche et qui nous ont rejoints sur la liste aujourd'hui parce qu'ils se sont aperçus qu'on n'était pas là pour porter en avant des partis politiques, mais on était là pour mettre en avant la ville. Justement, je rebondis sur ces affiches. Donc, est-ce que ces nouvelles affiches vont être collées sur celles de Stéphanie Ducré, par exemple? Parce qu'il y a une polémique qui commence à tourner entre un rapprochement entre votre liste et celle de Wascal pour tous. Alors, ces nouvelles affiches, elles ne seront pas collées sur celles de Stéphanie Ducré parce que ces nouvelles affiches sont les affiches officielles. Et que les affiches officielles ne sont collées que sur les panneaux officiels. Pour ce qui est de coller sur Stéphanie Ducré ou sur quelqu'un d'autre, nous, la consigne, elle a été très claire et on la maintiendra. J'ai vu que la polémique enflait là aujourd'hui, donc comme ça me permet d'y répondre de façon claire. Nous, la consigne qu'on a au niveau des colleurs, et j'en fais partie puisque je colle régulièrement, c'est de dire, si c'est le Front National, on recouvre entièrement. Si c'est un autre candidat, on recouvre partiellement, on met 2 ou 3 affiches, et on demande aux autres de faire la même chose. C'est-à-dire qu'on se respecte, on est dans une démocratie, chacun a le droit de se présenter. On a des valeurs, je l'espère, communes, sinon ça serait grave. Et le collage tous azimuts, comme on a pu le connaître, où systématiquement on recouvre tout, c'est pas de la démocratie. Donc on se respecte les uns les autres, nous on respecte et on demande la même chose aux autres. Oui, peut-être une réponse à apporter en plus ? Oui, merci. Concernant les affiches, il est bien regrettable que lors d'une campagne municipale, il y ait un acharnement de la part des uns et des autres. Ce qui se passe sur le terrain est inadmissible. Il y a beaucoup d'agressivité de la part des uns ou des autres et on finit presque par avoir peur d'afficher parce que nous sommes menacés. Il me semble judicieux ici de rappeler que le minimum d'intelligence serait de laisser la tête de liste, donc l'affiche par parti, et puis au moins, ça réglerait des problèmes de violence. Merci pour ces précisions. Justement, par rapport à cette campagne d'affichage, est-ce que ces procédés ne sont pas un préalable à des alliances par la suite ? Honnêtement, je ne pense pas. Enfin, si jamais des gens pensent que parce qu'on respecte les autres, on va s'allier avec eux, alors déjà, il y en a certains qui doivent être rassurés. Comme on recouvre complètement le Front National, au moins, il n'y aura pas de rumeurs, on ne s'alliera pas avec eux. Au moins ça. Mais, je veux dire, je pense que les choses sont claires. Non, on a des gens avec qui il y aurait naturellement un accord au second tour si les conditions s'y prêtent. Les Verts, le Front de gauche, ça paraît une évidence. On a travaillé ensemble l'année dernière, on travaille ensemble à la région, donc il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas. Parce que je ne donne pas comme consigne de recouvrir complètement Stéphanie Ducré et que Stéphanie Ducré respecte le fait de laisser nos affiches, ça devait sous-entendre qu'on va avoir un accord politique au deuxième tour, on arrête de coller tout de suite parce que il n'y a aucune chance. Bon. Et avec Génération Wascal ou avec le groupe Uni pour Wascal, c'est possible ? Avec Uni pour Wascal, ils ont un positionnement qui est dissident UDI républicain. Donc, je veux dire, il n'y a pas non plus de sujet. Avec les listes, que ce soit la liste Wascal Autrement ou la liste Génération Wascal, on verra ce qui se passera, on verra les conditions à ce niveau-là. L'année dernière, Wascal Autrement avait fait un score qui permettait de pouvoir se regrouper. Ils ont fait un choix politique qu'ils ont considéré comme stratégique de prendre comme alliance l'UMP à l'époque et de ne pas s'allier avec la gauche. Donc il paraîtrait plus logique qu'ils continuent à s'allier à droite qu'avec la gauche, mais on verra bien ce qui se passe à ce moment-là. Très bien. Une autre question ? Oui, alors je voulais parler un peu du tissu associatif local. Donc, bon nombre de dirigeants associatifs craignent un désengagement des pouvoirs locaux, qui a déjà commencé cette année, avec des baisses conséquentes de subventions. D'ailleurs, on parle aujourd'hui, on entend partout 5% de baisse sur les associations. Connaissez-vous réellement l'impact des baisses de subventions sur le tissu associatif local ?
Alors rappelons-nous un peu l'histoire, c'est toujours intéressant. Ces associations n'ont pas toujours existé par le passé. Et aujourd'hui, je crains, par rapport à des baisses de subventions, qu'elles risquent malheureusement de ne plus avoir les moyens de pouvoir aujourd'hui exercer le lien social, parce qu'elles sont là pour exercer un lien social avec, je dirais, dans différents secteurs, dont le sport, la santé, l'environnement. Donc aujourd'hui, on ne peut que regretter effectivement que ces subventions soient en baisse. Je mets en garde parce que le fait que ces associations disparaissent, cela veut dire qu'on ne donne plus aux citoyens la possibilité de rejoindre ces associations, donc d'être aidés. Ce qui veut réellement dire que le lien social va disparaître. Et par rapport à ça, au niveau du programme, nous, on a précisé deux choses qui nous semblent importantes. La première chose, c'est la création d'un office municipal des sports et d'un office municipal de la culture qui regroupera l'ensemble des associations sportives et l'ensemble des associations culturelles, que nous, on souhaite autonome et qu'on souhaite transparent. C'est-à-dire quand je dis transparent, c'est pas seulement juste on affiche. J'ai le hashtag transparence sur la ville, on a connu, on a vu ce que ça donnait. Donc c'est 1, assurer le respect des associations. 2, par une contractualisation et du conventionnement, assurer une visibilité sur plusieurs années aux associations. Moi, j'ai rencontré des présidents d'associations pendant la campagne en juillet et en août. Et comme j'ai écrit sur le blog de la campagne, on n'en a pas fait communication parce qu'ils nous ont dit on vient vous voir, mais surtout, il ne faut pas le dire. Parce que si on sait qu'on est venu vous voir, on a peur pour l'année prochaine et pour nos subventions l'année prochaine. Déjà ça, c'est scandaleux. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est une contractualisation qui permettrait de dire, voilà, on va mettre ça en place. Cette année, on est sur, alors je veux dire, des chiffres qui sont des exemples, mais on peut dire, cette année, on est sur une subvention de 1 000 €. On sait que l'année prochaine, vous n'avez pas de projet supplémentaire, vous êtes sur le même fonctionnement, on part sur une base de prévision de 1 000 €. Par contre, vous avez un gros projet dans 2 ans qu'on commence à préparer maintenant. Et dans ce cas-là, puisque nous, on le sait, on peut contractualiser le fait de dire 1 000 €, 1 000 €, la fois prochaine, ça sera 1 500 parce qu'on veut vous aider sur ce projet-là. Et c'est quelque chose qu'on peut contractualiser sur l'ensemble des associations et ce qui nous permet de prévoir le budget en fonction des actions que les associations vont mettre. Et ça permet aux associations de prévoir sur la durée surtout. Et de ne pas se retrouver dans la situation où on est aujourd'hui, avec des associations qui ont commencé l'année en leur disant on vous donne autant de subventions, ça vous paye vos salariés jusqu'au mois de juin, puis au mois de septembre, vous vous débrouillerez parce que nous, on ne vous paye plus. Et on découvre ça au mois de mars quand on vote le budget. Enfin, je suis désolé, c'est pas sérieux. Les associations, elles ont besoin de visibilité, les bénévoles, ils ont besoin d'être respectés, et les salariés des associations, ils ont le droit de savoir où est-ce qu'ils vont aller dans 1 an. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille absolument en commun. Et bien sûr en toute indépendance. La deuxième chose, on en a discuté quand on s'est vu sur le tiers-lieu. On n'appelait pas ça comme ça nous l'année dernière, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans notre programme sur ce qu'on avait appelé nous la maison des associations, qui n'était pas du tout ce que la maison des associations qu'on a créée, qui a été créée par la majorité sortante. Mais effectivement, c'est un lieu pour nous qui doit permettre à l'ensemble des associations de se retrouver et de se faciliter la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand une association veut une salle, aller à la maison des associations pour demander une salle, pour que la maison des associations contacte la mairie, pour que la mairie dise oui, elle est disponible, pour que on retourne à la maison des associations, pour que la maison des associations nous dise oui, la salle est disponible, donc vous pouvez la demander. Je confirme. Je confirme. Voilà, non, mais il arrive un moment, il faut arrêter, quoi. Donc le service des fêtes et de gestion des salles rejoint la maison des associations. Les associations vont voir, gèrent directement, la salle est disponible, elle n'est pas disponible, vous pouvez la réserver, vous ne pouvez pas la réserver, et on avance et on facilite la vie aux associations. Et on travaille avec un conventionnement, c'est-à-dire que quand on dit à une association, tous les mardis matins, vous avez la camionnette frigorifique, eh bien, on le note, on l'écrit, et ça évite que Madame Ducré, en arrivant, puisque Monsieur Vignoble n'avait rien écrit, dise « mais c'est pas écrit ça, donc vous l'aurez quand nous, on n'en a pas besoin ». Ben non, les associations, elles en ont besoin, elles l'ont depuis des années, on l'écrit, elles ont la camionnette, et la mairie, une fois que c'est conventionné, la camionnette, elle l'utilise à d'autres moments.
Toujours concernant les associations, donc l'octroi des subventions sera à l'atteinte des objectifs fixés et à la fourniture des comptes et rapports de gestion des associations. Alors, c'est un excellent débat. Effectivement, une association doit être d'utilité publique et il me semble cohérent qu'il y ait un rapport, une synthèse, un bilan qui soit fait par chaque association de façon à savoir si l'année suivante, on leur accorde un budget, non seulement, je dirais, en les valorisant, mais également leur accordant un budget supplémentaire en fonction de leur bilan. Cependant, on ne peut pas non plus négliger des associations nouvelles qui n'auraient pas, je dirais, réussi les objectifs au cours d'année, mais qu'on pourrait éventuellement encourager l'année suivante. Donc il faut rester effectivement sur la trame d'un bilan, d'une synthèse et d'objectifs. Je répondrai plutôt en faveur. Alors sur votre programme, vous parlez du conseil municipal junior, donc qui existe déjà sur Ouascal et qui effectivement permet d'apprendre la citoyenneté aux enfants ouaskaliens. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que pensez-vous de l'idée d'un conseil municipal des jeunes, comme il en existe par exemple à Roubaix, d'autant plus que les jeunes ouaskaliens se retrouvent peu dans les structures ouaskaliennes existantes. Nous, on dit oui. On en a parlé. On ne l'a pas remis dans le programme parce que on a eu un souci sur le CME, le CMJ, puisqu'il y avait le conseil municipal des enfants, le conseil municipal des jeunes. Aujourd'hui, le conseil municipal des jeunes, c'est en fait le conseil municipal des enfants. Et donc, on s'est dit que sur le programme, ça allait être super compliqué à aller expliquer comment... voilà. Donc, nous, on est tout à fait partant là-dessus, sur le fait d'avoir un conseil municipal des enfants au niveau des écoles primaires, en fait. Donc, le cycle 3 des écoles primaires, et un conseil municipal des jeunes pour des enfants, des ados, des jeunes qui sont sur collège et lycée. Le problème étant de voir comment on le met en place. Sur les écoles primaires, le conseil municipal des enfants, c'est facile. On se sert des écoles et on avance comme ça. Sur les conseils municipaux jeunes, collège et lycée, il n'y en a qu'un et on n'a que le lycée professionnel. Donc il faut qu'on trouve la méthode pour le mettre en place. Peut-être être ouvert justement à une tranche d'âge. Oui, tout à fait. Alors une tranche d'âge et le fait de travailler par rapport au quartier du coup, plutôt. Je pense également que l'intérêt, c'est que ce soit intergénérationnel, ce qui permet en fait une aide, voire un parrainage du regard porté du jeune de 18-20 ans sur le petit frère qui a peut-être 4 ou 6 ans ou 7 ans. Et j'irai même plus loin, ça fait partie d'un cadre de citoyen. C'est encourager, chaque enfant qui devient ado puis adulte à prendre en main ses décisions et à formuler ses demandes. Justement, on parle de conseil municipal junior. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée qui est ressortie de ce conseil municipal junior de créer un skatepark à Ouascal, et ce qui a été initié, un projet qui a été initié par l'ancienne majorité Ouascal pour tous? On n'était pas, nous, au conseil municipal, où ce genre de choses a été demandé et proposé. Si on se retrouve sur un vrai besoin, si effectivement c'est pas une lubie de quelques gamins qui font remonter leur envie, mais si c'est réellement un choix de représentation. C'est-à-dire que si dans le quartier, les jeunes disent à leurs représentants on a besoin d'eux, on a envie d'eux, pourquoi pas. Si c'est quelque chose qui est téléguidé ou qui est initié, voilà, on a là-dessus des vraies conditions de travail à mettre en place. C'est-à-dire que c'est pas tout de mettre en place un conseil municipal des enfants ou un conseil municipal des jeunes. Il faut être sur un double niveau. Il y a le niveau formation, j'apprends à être le représentant,
j'apprends à prendre la parole, j'apprends à porter les idées que je dois défendre par rapport aux gens qui m'ont choisi. Et on a de l'autre côté le travail sur j'ai un représentant, donc je contacte mon représentant, j'ai un représentant qui ne me rend pas compte, je peux aller le voir. Et donc c'est un travail qui est dans les deux sens. Et cette formation, elle est pour l'élu au sein du conseil, mais elle est aussi pour toute la jeunesse par rapport à ses représentants. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Alors, le skatepark par lui-même, je ne vais pas dire c'est inutile, c'est utile. C'est quelque chose qui est sorti du conseil municipal. C'est quelque chose que l'ancienne majorité avait acté. Elle l'avait promis. Elle l'a décalé, elle l'a reculé. Alors, il y a deux choses. Ou c'est un engagement réel qui avait été demandé parce qu'il y a un besoin. Et il faudra voir comment on fait pour continuer à soutenir le projet qui a été demandé par le conseil municipal des jeunes. Ou c'est quelque chose qui avait été mis en place parce que on avait la possibilité de le faire ou parce qu'il y avait une envie. Voilà, il faudra voir à ce niveau-là. Merci. Une autre question ? Juste, je complète. Oui. Y a des choses qui ont été faites par le conseil municipal des jeunes qui ont été mises. La dernière campagne d'affichage sur Internet, par exemple, qui est sortie du conseil municipal. Voilà, c'est des choses qui, pour moi, n'ont pas, par contre, été mises suffisamment en valeur. Comme des exemples ? Il y a donc cette campagne d'affichage, la dernière, qu'on a vue cet été sur les panneaux. Oui. Vigilance sur Internet. Vigilance sur Internet, le loup n'est pas celui qu'on croit, enfin voilà. Ouais. Et qui était vraiment très très bien faite. Et puis on s'apercevait qu'il y avait le logo de la ville de Ouascal, mais en tout petit, le conseil municipal des jeunes, voilà, je pense que ça aurait été bien que ça soit le conseil municipal des jeunes en grand, pour réattribuer au conseil municipal sa créativité. Donc justement, quel autre mécanisme de consultation et de participation citoyenne êtes-vous prêt à mettre en place pour les citoyens de Ouascal et pour associer justement ces citoyens ? Début 2014, nous avons fait beaucoup de porte-à-porte et nous avons rencontré beaucoup de Ouascaliens. Malheureusement, c'est vrai que nos résultats n'ont pas été en phase avec nos attentes et nous avons été extrêmement déçus, pour le dire. Mais notre liste a été déçue, mais je peux vous assurer qu'il y a un bon nombre de Ouascaliens que nous avons rencontrés par la suite, qui nous ont également témoigné leur stupéfaction de savoir que nous avions été écartés dès le premier tour, avec notre façon, notre programme et notre démocratie, entre autres, participative. Alors, ce qui a été recueilli aux portes est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, les Ouascaliens, donc lorsqu'ils élisent les Ouascaliens ou les citoyens, lorsqu'ils élisent un maire, que recherchent-ils ? Quelles sont leurs préoccupations ? Préoccupation, c'est l'emploi. Quel est le devoir d'un maire ? Le maire, c'est peut-être d'attirer des entreprises sur sa ville. Et c'est même avant tout le devoir d'attirer et de proposer des entreprises de façon à ce que le Ouascalien puisse retrouver de l'emploi. Ensuite, il y a l'éducation. Donc, en termes d'éducation, il y a par exemple l'environnement dans lequel les enfants étudient. On peut dire qu'aujourd'hui, que beaucoup d'écoles, malheureusement, gérées par la ville, n'ont pas été réhabilitées telles que l'avait promis l'élu mars 2014, juin 2015, pour ne pas citer. Ensuite, il y a le sport. Alors, le sport, hier, nous sommes allés au tennis. Donc, je pense que vous connaissez ce bâtiment. Nous avons posé la simple question. Donc, nous étions en compagnie de Patrick Canard. Patrick Canard n'est pas venu en tant que ministre sur la ville. Il est venu aussi amicalement et parce que nous rejoignons ses idées. Et je peux vous assurer que, d'ailleurs, c'est écrit dans la presse aujourd'hui, il a fait un tabac. Je n'ai pas vu une personne se diriger vers Patrick Canard lui faisant une réflexion déplacée.
pas une, bien au contraire. Tout le monde l'a accueilli, donc toutes les associations l'ont accueilli, bras ouverts, et c'était important. Nous étions à ses côtés, mais nous étions également en pleine campagne. Campagne, je dirais qu'on essaye de faire comme on peut, avec les moyens que l'on veut. Bref, pour en revenir à ces locaux, il y a 2 ans, nous l'avions évoqué, que ce local fuyait et que le sol n'était plus adapté à jouer au tennis. Et à ce jour, c'est-à-dire qu'un bilan peut être un peu court, c'est vrai, mais il n'y a rien de fait. C'est-à-dire que ce bâtiment continue à fuir et le terrain n'est toujours pas adapté pour ce sport. Alors, ce que nous comptons faire par rapport à un Ouascalien, c'est avant tout, non pas toujours de parler, même s'il est intéressant de se présenter comme on le fait aujourd'hui, mais c'est également d'écouter le Ouascalien et ensuite de monter les projets. Merci. Une autre question? Vas-y, Jean. Et pour aller au bout du sujet, sur la décision, ce qu'on a nous proposé au niveau du programme, c'est 3 choses. 1, la possibilité de mettre en place des référendums municipaux. 2, la possibilité de mettre en place des référendums d'initiative populaire, à savoir que si, je ne sais plus le chiffre qu'on a mis dans le programme, mais je pense que c'est 10%. Si 10% de la population ouascalienne en âge de voter signe une pétition, on organisera le référendum. Et je précise tout de suite, quand je dis en âge de voter, ce n'est pas inscrit sur les listes électorales, c'est en âge de voter, puisqu'il y a des tas de gens qui habitent sur la ville qui n'ont pas le droit de vote, mais qui participent au lien social de la ville et qui participent à la vie de nos quartiers. Et le fait de pouvoir mettre à l'ordre du jour du conseil municipal toute question ou projet qui serait signé par un certain nombre de Ouascaliens. Voilà, c'est-à-dire que si des Ouascaliens sur un quartier ont un souci, que ce soit de sécurité, d'aménagement, et qu'on a une lettre, pas forcément une pétition, hein, une lettre qui nous explique qu'on a un problème, on voudrait que ça soit évoqué avec les signatures de gens, on s'engage à mettre ça dans l'ordre du jour, dans les questions diverses du conseil municipal suivant. Alors, je voudrais également revenir par rapport à notre programme 2014, parce que il est vrai que notre programme 2015 détient quand même les grandes trames du programme 2014. Nous n'avons pas changé. Un simple petit plus, je dirais, c'est que l'année dernière, nous avions évoqué la participation financière pour tout projet porté par les citoyens. C'est inscrit dans notre programme 2014. Aujourd'hui, je dirais, certaines listes reprennent l'idée et on ne peut que s'en féliciter. Mais c'est encore nous, je dirais, qui étions à l'initiative de ce projet. Alors aujourd'hui, il n'y a pas une journée où l'on ne parle pas de l'immigration massive en Europe. Sur Ouascal, une famille rome était accueillie sous l'ère de M. Vignoble et a été expulsée cette année à la fin de la trêve hivernale. Qu'en pensez-vous d'une part? Et d'autre part, qu'auriez-vous fait à la place de la municipalité en place? Ce que j'en pense, je l'ai dit à l'époque, puisque avec Véronique et avec d'autres, on était présents à la manifestation de soutien contre l'expulsion, avec d'ailleurs les Verts, avec les associations des droits de l'homme. Et donc, je veux dire, là-dessus, c'est très clair, l'expulsion à notre niveau n'aurait pas eu lieu. Ça, c'est la première chose. Déjà en 2014, on l'avait dit et on le maintient. Si la communauté urbaine fait une demande de village d'insertion sur la ville, ce que ça veut dire, on va être clair, un village d'insertion, c'est pas 50 mobilhomes. Hein. Un village d'insertion, c'est 2 mobilhomes, 2 familles. Dans une ville de 20 000 habitants, ça fait entre 8 et 10 personnes. Si dans une ville de 20 000 habitants, on n'est pas capable d'accueillir 10 personnes, on a un vrai souci dans notre société. Donc le village d'insertion, on l'a dit en 2014, on le redit cette année, c'est oui. Reste à savoir effectivement dans quelles conditions et où. Est-ce que l'endroit où la famille actuelle, enfin, qui a été expulsée, était logée, était un endroit digne pour recevoir les familles?
Ça, c'est un autre problème. Est-ce que les familles qui aujourd'hui, bizarrement, ça gêne personne et on n'en parle pas, sont entre les deux ponts de l'autoroute sur le grand boulevard, à côté du tramway, dans des conditions catastrophiques? Mais c'est vrai que là, c'est pas le centre-ville, ça gêne personne, c'est pas à côté de la mairie, c'est pas à côté du métro. Derrière le quartier du Vinage, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a 3 endroits sur le grand boulevard où il y en a, tramway où il y a des Wascal. familles. Voilà. On fait quoi? Ils gênent pas, donc on n'en parle pas? Ou on s'en occupe, on scolarise les gamins et on essaie de voir ce qu'on peut faire? Moi, je parle pas des Roms, là. Je parle des enfants et je parle des familles. Il n'y a aucune hésitation sur ce qu'on fera à ce niveau-là. Pour continuer sur un sujet semblable, vous êtes récemment intervenu sur les réseaux sociaux concernant l'accueil des réfugiés. Donc, hier soir, Bernard de Velder vous a proposé de lancer un appel à rassemblement commun à toutes les forces démocratiques lundi soir, et également, si vous êtes élu, à soutenir l'association des maires hospitaliers. Que répondez-vous à cette proposition ? Je vais répondre que je n'ai pas rejoint Bernard de Velder, je partage certaines convictions et que on a suffisamment travaillé de notre côté pour le rassemblement et pour faire qu'on soit ensemble plutôt que d'être sur 2 listes concurrentes, que ça me fait un peu sourire qu'aujourd'hui il nous appelle à le rejoindre. Mais effectivement, je veux dire, s'il y a une manifestation, on y sera parce qu'effectivement, on partage les valeurs à ce niveau-là. On ne sera pas là pour rejoindre qui que ce soit, on sera là pour défendre des valeurs, pour défendre des personnes et pour réaffirmer nos convictions humanistes et de respect de la personne humaine. La gauche, très minoritaire lors des élections 2014, partira encore plus divisée que l'an dernier. 3 listes. Pourquoi ne pas avoir fait d'alliance avec les autres listes? Ah, c'est toujours une excellente question. L'ego, monsieur, l'ego, disons-le. Nous sommes aussi à la veille des régionales. Ne nous cachons pas la face. Il y a derrière des enjeux. Il y a la presse. Tout simplement et pour faire court. Par contre, ce que l'on peut, regretter, c'est de ne pas avoir effectivement, de ne pas s'être rassemblés à l'occasion de ces élections municipales partielles. En ce qui me concerne, j'ai été invitée à faire partie des colistiers, y compris avec les Verts. Donc, aujourd'hui, je ne me vois pas les critiquer. Je ne critiquerai pas non plus Francis Prevot, que je dirais que j'admire parce que c'est un homme de charisme, c'est un homme qui a été longtemps au conseil municipal et qui a défendu à juste titre beaucoup de Ouascaliens et qui malheureusement a déménagé, parti de la ville. Donc on ne partira pas sur un terrain, je dirais, de combat avec les différents partis de gauche. Justement, concernant les élections régionales qui se profilent en décembre, si vous êtes élu, comptez-vous vous y présenter, soutenir une liste, et Ouascal y sera-t-elle représentée? Alors, comptez-vous être sur une liste? Vous savez très bien que je suis sur une liste. Donc je serai présent sur la campagne des régionales, mais je rassure tout le monde, je suis 69e sur la liste, 69e sur la liste des socialistes. Vous savez qu'il y a un accord avec le PRG, qu'il y a des négociations qui sont encore en cours aujourd'hui et qu'on espère bien que Pierre de Saint-Ignon réussira à rassembler bien plus largement que ça n'est le cas aujourd'hui. Et que donc, en étant 69e, comme j'ai dit à Pierre, Pierre souhaitait que je sois candidat, j'ai déposé ma candidature, mais je lui ai dit que je ne voulais pas être en position éligible. Donc je suis 69e, Ouascal est représenté aujourd'hui, avec les camarades du PRG qui vont rejoindre la liste et d'autres. Tout doucement, je vais descendre et puis je vais m'effacer et je ne serai plus sur la liste des régionales après, et ça sera très bien comme ça. Oui, alors si vous êtes élu à la fin du mois, quelles seront vos indemnités et celles de vos élus? Alors d'abord, voilà, je vais le faire avec un peu d'humour d'abord.
On va prendre le max. Ça a déjà été fait, on peut pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, alors on va être très très clair. Je l'avais dit en 2014 et je le redis cette fois-ci. Il n'est pas question d'être maire pour gagner plus que ce qu'on gagne aujourd'hui. Si notre liste est élue, on remettra en place les indemnités de façon transparente. C'est-à-dire que par exemple, on commencera par dire qu'il n'y a aucune obligation pour le maire de prendre le maximum comme Stéphanie Ducré a fait. Parce que c'est bien beau de dire j'ai pris le maximum, mais c'était pas pour moi, c'était pour que les adjoints et les conseillers ils aient droit à quelque chose. Ça ne marche pas comme ça, les indemnités. Elle a menti, elle sait qu'elle a menti et il faut qu'elle l'assume. Elle a pris le max parce qu'elle voulait avoir de l'argent. Les indemnités, il y a une enveloppe qui est définie en fonction du nombre d'habitants, qui est le plafond maximum qu'on a le droit d'utiliser. Et on peut faire ce qu'on veut dans cette enveloppe. On peut en prendre que la moitié, on peut tout prendre. Il y a juste des règles de distribution qui sont fixées. Donc, le but à ce niveau-là, moi, si la liste est élue et que je deviens maire, je me mettrai en détachement de l'éducation nationale. Parce que j'estime que je ne peux pas être dans ma classe et en même temps gérer les problèmes de la ville. Donc, il est évident que avec la vie comme on a, les prêts, les choses comme ça, je ne vais pas descendre les indemnités en dessous du salaire que je touche actuellement. Donc c'est un calcul à faire en fonction des points de retraite, des choses comme ça, c'est très compliqué. Et ça sera transparent, c'est-à-dire que l'indemnité que je recevrai en tant que maire ne sera pas plus importante que ce que je touche aujourd'hui en tant qu'enseignant. Alors ça peut être un peu plus parce qu'il faudra que je cotise plus pour la retraite. Enfin voilà, c'est dans ce sens-là, c'est un calcul. Les adjoints auront des indemnités, les conseillers municipaux auront des indemnités. Et pourquoi pas, il faudra qu'on en discute, les conseillers municipaux d'opposition qui vont passer du temps pour la ville, qui vont passer du temps en réunion, qui vont passer du temps sur les dossiers. Et il n'y a pas de raison que les conseillers municipaux, qui sont les élus également du peuple, ne perçoivent pas une indemnité qui leur permette, par exemple, de poser une demi-journée de congé pour venir à une réunion du CCAS ou rencontrer des associations. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne prendra pas le max. Alors, un tout autre sujet concernant les temps d'activité périscolaire. Êtes-vous satisfait de la qualité de ce qui est proposé actuellement aux enfants ouaskaliens? Et la deuxième question, comptez-vous maintenir la gratuité? Alors, la gratuité, nous, on y est attachés. On y est attaché parce que ça ne peut pas être toujours les mêmes familles qui subissent. L'équipe de Stéphanie Ducré avait un slogan et il l'utilise, on va baisser les impôts. C'est bien. Alors, si vous regardez votre feuille d'impôt, effectivement, elle a baissé les impôts, elle a baissé le taux. Elle a juste oublié de préciser qu'elle a baissé le taux, mais que la base a augmenté. Et que donc la moyenne qui est annoncée de 7 € de baisse par foyer ouaskalien, il y en a certains qui ont quand même vu leur impôt augmenter malgré la baisse. Il y en a quelques-uns qui ont vu leur impôt baisser, sauf que la plupart de ceux qui ont vu leur impôt baisser, c'est ceux qui ont leurs enfants à la cantine. Et que la baisse de l'impôt qu'ils ont eu en 15 jours d'inscription à la cantine, ils l'ont dépensé. Ça veut dire qu'en fait, ils ont dépensé 34 semaines de cantine de plus. Donc si c'est baisser les impôts pour augmenter tout le reste à côté, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est même contre-productif. Alors, la gratuité des TAP, pour nous, c'est important. Il faudra qu'on voit dans le budget comment on peut le gérer. Il n'y aura pas forcément, c'est un engagement qu'on ne prend pas nous, le fait de dire on va baisser les impôts. Parce que celui qui dit aujourd'hui on va baisser les impôts, c'est un inconscient. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un inconscient. Les dotations de l'État baissent. On sait très bien que les dotations baissent au niveau du département et au niveau de la région. Donc on aura de la difficulté à monter des dossiers de subvention. Et il y a énormément de choses à faire dans la ville. Donc il faut être réaliste et être surtout honnête avec les gens. Si on peut baisser les impôts,
on le fera, mais ce n'est pas un engagement qu'on prend. Par contre, la gratuité des TAP, ça c'est quelque chose qu'on maintiendra absolument. Et concernant la qualité justement de ces activités? Alors, il y a effectivement moyen, parce qu'il faut être cohérent dans ce que l'on dit et face aux Ouaskaliens. Rappelons-nous, tout à l'heure, nous avons parlé des associations et nous avons parlé de subventions auprès des associations et d'encouragement à ces associations. Ça veut dire qu'il y aura déjà une enveloppe budgétaire qui leur sera accordée. Alors, nous avons également le projet d'étudier, de les faire intervenir, afin de les faire intervenir dans les établissements scolaires, en périscolaire. C'est-à-dire que nous ne paierons pas d'un côté, parce que gérer une ville, c'est aussi faire attention à son enveloppe budgétaire. Nous pourrons éventuellement le réinvestir auprès des associations. Ces associations existent. Les présidents de ces associations et les membres sont de qualité et je pense qu'ils sont tout à fait capables aujourd'hui de pouvoir intervenir dans les établissements scolaires et de pouvoir gérer les enfants périscolaires. Après les TAP, il y a soit l'étude, soit les garderies. Il y a un gros problème sur Ouaskal, notamment au niveau des garderies et des places de garderie. Comptez-vous pallier justement à ce problème? Ça fait partie des choses sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. Parce que on peut dire qu'il y a des problèmes de place, il y a des problèmes d'accueil. Je pense qu'il faut qu'on mette en place les actions de la municipalité en fonction de besoins réels constatés. C'est-à-dire que ça fait partie aussi du rôle de ce que nous, on veut mettre en place au niveau de la démocratie. Ça veut dire que ce n'est pas juste dire il manque de places de garderie qui fait qu'il faut que la ville derrière mette en place des places. Il faut qu'on ait un vrai échange et une vraie construction à ce niveau-là. Est-ce qu'il manque des places de garderie de façon systématique et récursive, toujours au même endroit, toujours au même moment? Ou est-ce que c'est des choses sur lesquelles on peut travailler? Il y a eu un choix qui a été fait pendant les 15 mois qui viennent de se passer, de limiter les places de garderie pour favoriser un maximum le réseau des assistantes maternelles. Sauf que on arrive à un moment où ça a ses limites. Ça a ses limites. Donc je pense que c'est un travail qu'il faut mettre en place de façon conjointe, pas uniquement sur la ville en décidant on ouvre une garderie, on ferme une garderie, on met des places, parce que c'est de l'emploi, parce que c'est des bâtiments, parce que c'est de l'investissement, mais un vrai travail collégial avec les différentes structures d'accueil. Dans les choses, nous, sur lesquelles on a, par exemple, envie de travailler, vous savez qu'il y a eu des soucis sur l'école Montessori, on n'accueille plus, on a promis, donc on les laisse, mais on les laisse plus. Alors, nous, l'idée, c'est de travailler sur 2 écoles, et pas seulement Montessori, parce que pourquoi Montessori particulièrement, mais on a fait le choix des 2 écoles extrêmes, donc Montessori d'un côté, Turgot de l'autre, sur lequel on a envie de travailler sur justement tout ce qui est un accueil préscolaire. Donc pas périscolaire, mais préscolaire. C'est-à-dire que pouvoir dire, en négociation avec l'éducation nationale et avec les services municipaux, on va voir comment on peut faire pour inclure des enfants qui ne sont pas forcément en garderie, qui ne sont pas forcément chez des assistantes maternelles, pouvoir les inclure dans un fonctionnement scolaire pour faire une transition douce. C'est-à-dire qu'ils sont inscrits en garderie et puis ils peuvent aller sur l'école. Ou ils sont chez une assistante maternelle et ils peuvent aller sur l'école. Ce qui fait un moyen de garde partagé et sur lequel on peut travailler justement sur une préscolarisation. Si derrière, on s'aperçoit que le soir, on a des problèmes de place pour garder les enfants après l'école, parce que les parents travaillent, qu'il n'y a pas d'assistante maternelle sur le secteur, si on s'aperçoit qu'il y a un vrai manque, ça sera quelque chose sur lequel il faudra qu'on travaille effectivement pour répondre à une demande réelle. Alors en 2014, suppression de, jusqu'à hier je disais 70 postes, en fait c'est 89 postes municipaux. Est-ce que cela va continuer si vous devenez maire? Et quelle sera votre politique concernant le personnel municipal?
je pense que supprimer des emplois n'est jamais une satisfaction. Parce que chaque employé, je dirais, attend une validation de fonctionnaire et attend un emploi. Donc c'est un drame. On peut dire que c'est un drame. 89 personnes, c'est énorme. Est-ce qu'on peut continuer cette politique? Alors la question est importante. Ce qui me semble important, c'est de savoir, les objectifs de la mairie, de la commune, du maire, les objectifs politiques. On peut se poser peut-être la question autrement. Comment peut-on employer sans licenciement, comment peut-on employer ces employés communaux? Alors on peut peut-être, je dirais, rebondir sur un aspect qui est rarement évoqué. Pourquoi effectivement ne pas les employer dans un cadre aussi de la sécurité? Aujourd'hui, même si ça ne fait pas partie de votre question, nous allons parler de sécurité. Et tout le monde fait de sa bataille et de sa campagne la sécurité sur la ville. Dire qu'on a des problèmes, on va dire c'est vrai. On n'en a pas plus ni moins que les autres villes. Je dirais même que certaines villes sont un peu plus corsées, mais elles arrivent à gérer. Alors on va employer des employés municipaux. Alors les employés municipaux, ce nouveau service, mais ça coûterait excessivement cher aux citoyens ouaskaliens. Qui paierait? Les ouaskaliens. Donc pourquoi ne pas former en amont des employés municipaux, bien entendu sous réserve qu'ils le désirent également, mais de façon à rentrer dans un cadre et un nouveau service de sécurité, peut-être de surveillance sur la ville. L'idée, c'est de leur proposer de dire, on vous met en place une formation et on vous reclasse sur le service qu'on veut mettre en place, nous, et qu'on veut créer, de surveillance de la ville. Donc on ne crée pas une police municipale. Créer une police municipale, on l'avait chiffré l'année dernière, c'est 300 000 € par an pour un service qui est uniquement dans la journée et la semaine. C'est-à-dire les moments où il y a le moins de problèmes sur la ville. C'est-à-dire que la police municipale, à 3 h du matin, elle n'est pas là. Il ne faut pas se faire d'illusions. Même si elle est armée, même si elle est des tasers, 3 h du matin, la police municipale, elle n'est pas là. Le samedi et le dimanche, la police municipale, elle n'est pas là. Sinon, ça coûte encore plus cher. Donc, c'était un coût sur l'ensemble du mandat, on l'avait chiffré à 2 100 000 €. On n'a pas les moyens de mettre 2 100 000 €. L'année dernière, Stéphanie Ducrel disait on n'a pas les moyens. Cette année, elle nous dit on va créer une police municipale. Il faut qu'elle soit cohérente aussi là-dessus. Nous, là-dessus, on n'a pas changé. On est clair, on a une proposition, on sait que ça fonctionne, ça a été mis en place en banlieue parisienne. C'est de dire on a des agents dans la ville qui sont en fin de carrière et qui ont envie de souffler. Pas de souffler par rapport au travail, souffler par rapport à leurs conditions de travail, qui ont un certain âge, qui peuvent avoir du respect par rapport au quartier. L'idée, c'est de les former, de les assermenter. C'est-à-dire que on va leur confier au sein de la ville le fait de faire respecter les arrêtés municipaux, la propreté urbaine et la sécurité routière. Ça veut dire que c'est eux qui seront aux entrées-sorties des écoles pour pouvoir aligner les parents qui se garent n'importe comment et qui font courir des risques à leurs enfants. C'est eux qui vont pouvoir contrôler la vitesse dans la ville. C'est eux qui vont pouvoir contrôler les feux rouges, qui vont contrôler le stationnement. Il faut savoir que les amendes qui sont mises, maintenant, c'est la ville qui va pouvoir fixer le montant et récupérer l'argent dans le budget. Donc, je veux dire, on peut être sur un coût complètement neutre à ce niveau-là. Et derrière, comme on recrée le comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, et je tiens énormément aux préventions de la délinquance, puisque ça a été supprimé, c'est devenu le CLS tout seul, on continuera, nous, à l'appeler prévention de la délinquance également, on pourra conventionner avec le commissariat de Roubaix le fait de dire, sur la ville, la police nationale, la sécurité routière, vous en occupez plus. Nous, on prend en charge avec nos agents assermentés. Par contre, tout le temps que vous passiez sur la ville à faire de la sécurité routière, à mettre des radars et à surveiller les feux rouges, tout ce temps-là, nous, on veut le récupérer en sécurisation réelle. La police municipale, on ne peut pas la mettre en place. On met en place nos agents assermentés. On met en place la police nationale. Il faut savoir que sur les tours, la police municipale, elle n'aura pas le droit de rentrer dans les escaliers et d'aller régler les problèmes qui se passent dans les escaliers. La police nationale, elle peut.
Donc il faut libérer du temps de la police nationale et on redonne à la police nationale la vraie mission de sécurisation dans la ville. Une petite question qui sort un petit peu de tout ça. Il y a des blogs politiques qui existent sur la ville de Ouascal, notamment les Raoul et le Ouascal Libre. Est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous en pensez? L'année dernière, sur le blog des Raoul, je répondais régulièrement parce que je pensais et je trouvais qu'on avait régulièrement des informations qu'on n'avait pas ailleurs. On avait dans notre équipe quelqu'un qui nous avait juré, promis, craché, j'allais dire les yeux dans les yeux comme Cahuzac à l'Assemblée nationale, qu'il y était pour rien et que c'était pas lui. On a découvert dans la presse que c'était pas tout à fait le cas. Depuis, on a mis les choses à plat et donc les relations sont devenues un peu plus compliquées. Je trouve que le site aujourd'hui est dans l'insulte, dans la propagande pour une équipe et non plus neutre. Effectivement, de temps en temps, on va faire un tour pour vérifier ce qui est raconté et pouvoir répondre quand les gens viennent nous interpeller. Par contre, le Ouascal Libre, on a entendu plein de choses sur eux. C'était le Front National, voilà. Je trouve que depuis un petit moment... Monsieur Salmon nous a confirmé que non. On lui a posé la question. Alors, Monsieur Salmon a affirmé que non, mais enfin, c'est quand même sa femme ou sa compagne qui était une des rédactrices et qui l'a dit. Donc, voilà, maintenant... Chacun est libre et effectivement, sa compagne peut très bien ne pas être d'accord avec les thèses de M. Salmon et du Front National. Enfin, elle était juste numéro 6 sur la liste la fois dernière, donc voilà, ça devient un peu contradictoire. Objectivement, je trouve que depuis un petit moment, ils sont un peu plus ouverts et qui relayent des choses qui viennent aussi bien de chez M. Anicotte que de chez nous et qui sont plus peut-être sur une neutralité du moment que c'est pas pour parler de Madame Ducré où là ils y vont, ils pilonnent. Bon, je pense que le souci il est pas uniquement sur les blogs, il est sur les réseaux sociaux. Quand on regarde Twitter où on a une dizaine de comptes anonymes qui balancent des saloperies sur les gens en permanence, voilà, c'est un peu dommage. Je pense que ça continue à décrédibiliser la politique et ça continue à alimenter ce sentiment de tous pourris. Je suis pas sûr que la démocratie gagne vraiment en fait. Alors concernant le logement, il s'avère qu'il est assez difficile pour des jeunes ouascaliens qui quittent le domicile familial d'obtenir un logement social à Ouascal. Donc concrètement, voilà, c'est des personnes venant d'ailleurs qui arrivent à obtenir des logements sociaux. Donc certainement parce qu'ils remplissent tous les critères. Donc moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous mènerez une politique concernant l'accession, oui, à la location de ces logements? Il faut savoir que sur Ouascal, hein, et ça on s'en aperçoit quand on fait le porte-à-porte, on a du logement social vide aujourd'hui. J'ai un exemple en particulier, parce que quand même, c'est phénoménal. Dans les belles maisons qui sont dans le lotissement à côté de Carrefour, il y a une rue où il y a une quinzaine de maisons Villogia, des belles maisons, construction récente. Mais si vous allez y faire un tour, il y a 2 maisons qui sont vides depuis presque 1 an. Les boîtes aux lettres sont pleines à ras-bord. Donc on ne peut pas mettre nos tracts. Bon, c'est pas la peine qu'on mette nos tracts, de toute façon elles sont vides. En même temps, je comprends, on va quand même pas mettre dans des beaux quartiers avec des belles maisons, avec des belles voitures, des gens qui pourraient quand même créer des dégradations, mettre le feu à leur barbecue dans le jardin, faire venir leurs voisins d'autres pays, c'est vraiment trop dangereux. Non, je pense qu'effectivement on a un vrai problème à ce niveau-là, quoi. Du logement, on en a beaucoup sur Ouascal. Il y a des logements vides dans le parc locatif public, social. Il y a énormément de logements vides également dans le parc privé.
C'est pas la réponse qui est donnée quand on se rend chez les bailleurs sociaux. Non, c'est sûr que c'est pas la réponse qui est donnée. Mais l'année dernière, quand on les a interpellés sur le fait que les 3 tours de l'orée du Golfe c'était une catastrophe, ils ont répondu non plus que c'était pas vrai et que c'était pas à ce point-là. Et puis derrière, nous on a écrit, mais plus aux responsables du secteur. J'ai écrit directement au président de Veolia. Et puis la presse a saisi le courrier. Il y a eu un article. Et puis effectivement, je veux dire, il y a eu 2 tours qui ont été en partie rénovés, en partie réhabilités. Il y a encore du boulot sur la 3e. Il y a encore des choses à faire. Mais il arrive un moment où quand on met le doigt là où ça fait mal et où on prend à témoin les gens, et je veux dire, la presse à ce niveau-là, c'est un bon outil pour pouvoir interpeller les choses. On s'aperçoit qu'on arrive à faire bouger. Moi, ça me fait doucement rigoler quand Madame Ducré dit les tours de l'orée du Golfe, on a agi pour que ça fonctionne. Je veux dire, elle se fout du monde. Même Veolia a dit dans la presse, la semaine dernière, on l'a rencontrée, elle a dit on n'a aucune demande, tout va bien. Je veux dire, c'est pas elle qui a fait le taf, c'est nous. C'est nous qui sommes intervenus. C'est nous qui avons fait que ça a bougé à ce niveau-là. Alors elle peut dire derrière, c'est moi qui ai fait le travail. Hein. Ok. Elle a un adjoint au logement, Madame Ducré, Monsieur Larman. Moi, vous m'excusez, il est adjoint au logement. Il a fait, sur LMH, puisqu'il est représentant de la ville à LMH, 2 réunions en 15 mois. La première réunion, il s'est présenté pour être président et il a eu 1 voix. Je ne sais pas si c'est la sienne ou celle de quelqu'un d'autre, mais il a eu 1 voix. Après, ils ne l'ont plus jamais vu. Ni en conseil d'administration, ni en réunion, ni en commission d'attribution de logement. Et la 2e réunion, c'est celle qu'il a fait juste avant l'annulation des élections par le Conseil d'État. Où ils se sont demandé ce qu'il faisait là, parce qu'ils ne savaient plus qu'il existait, ils ne savaient plus qu'il était là. Mais ils agissent pour le logement ? Non, je suis désolé. Sur le logement, il y a des choses à faire. Quand on reçoit les bailleurs sociaux 1 fois par an, le minimum avant de les recevoir, c'est pas de dire comme Mme Ducré, non, tout va bien, on n'a pas de demande. C'est de dire aux locataires de Veolia, nous, le 15 mai, on reçoit Veolia et on va devoir discuter. Donc, le 1er mai, je prends des dates au hasard, on vous reçoit, on fait salle Charles de Gaulle une réunion où tous les locataires peuvent venir, peuvent dire on a des problèmes de sécurité, on a des problèmes d'entretien, on a une augmentation des charges alors qu'on a le chauffage qui a été baissé, et on fait, nous, en tant qu'élus et représentants de la population, un point complet des problèmes qui se posent, et quand on voit le bailleur social, on fait le point avec lui de ce que les gens subissent et de ce que les gens vivent. Et derrière, on dit voilà le compte-rendu, on a fait la réunion, on a fait le bilan, on a transmis, et voilà ce qu'ils nous ont promis. C'est à ça qu'il sert l'élu là-dessus. C'est à ça que l'élu au logement doit servir. Et c'est comme ça qu'il est efficace. Je risque de mettre le feu aux poudres. À votre avis, pourquoi Mme Ducré est la seule candidate à ne pas avoir voulu assister à l'émission ? Je peux émettre des suppositions, mais j'ai aucune certitude. Elle avait déjà refusé de participer à l'émission de radio l'année dernière. Donc, suivant ce que je vais répondre, elle peut m'attaquer en diffamation, c'est embêtant. Moi, je pense que Mme Ducré a un vrai souci, c'est qu'elle ne supporte pas la contradiction. Et que donc, c'est compliqué de venir et d'être de façon publique sur une parole qui peut être soit contredite, soit pouvoir servir de preuve après par rapport à une action. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ce qu'on vous a dit, on vous l'a dit en toute transparence, ça sera affiché sur Internet. Si, à la fin du mois de septembre, on est élu et qu'on arrive comme maire et comme adjoint à travailler pour la ville, je veux dire, si on s'est engagé aujourd'hui sur les TAP en disant qu'on veut le maintien de la gratuité et que dans 1 an on décide que les TAP sont payants, eh ben vous nous inviterez et puis vous sortirez la vidéo et vous nous direz ce jour-là vous êtes engagé, vous faites quoi ? Il y aura des traces, mais ces traces-là, nous on les assume. On prend rendez-vous. Bon, l'émission touche à sa fin. Et la question qu'on pose à tous les candidats, comme vous le savez, le titre de l'émission c'est Parole au peuple. Si vous deviez donner un engagement, une parole au peuple ouascalien, quelle serait-elle ?
Une parole, ça sera une promesse. La promesse de respecter la ville, de respecter les Ouaskaliennes et les Ouaskaliens et de respecter nos engagements qu'on met entre leurs mains dans le vote démocratique du 20 et du 27. Eh bien, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Pour faire entendre votre voix et parce que nous sommes tous concernés par l'avenir de notre ville, allez voter les dimanches 20 et 27 septembre. N'hésitez pas également à réagir sur les réseaux sociaux et également sur la page commentaire sur le site internet de l'association ICAPI. On vous dit à très bientôt. Au revoir.